Bienvenue dans le débat de France 24 au sortir d'un nouveau week-end d'intense activité au Moyen-Orient. Emmanuel Macron était en Irak où le président s'engage à maintenir une présence française de 6 à 800 militaires alors même que les Américains poursuivent leur retrait et qu'en Afghanistan, la France a fini par achever ses opérations de rapatriement. Le dernier avion s'est posé hier à la base militaire de Vélizy-Villacoublay, près de Paris. Écoutez ce que disait le président de la République hier, interrogé depuis Erbil au Kurdistan irakien par nos confrères de TF1. Il y a une chose qui est sûre, on ne peut pas imposer la démocratie, on ne peut pas imposer un gouvernement depuis l'extérieur. C'est ce que nous enseigne la situation en Irak, la situation en Libye, la situation en Afghanistan pour ne citer qu'elle. Et donc lorsque nous intervenons, nous devons toujours le faire aux côtés d'un État souverain. Mais ne jamais penser que c'est par la force des armes qu'on crée la démocratie en quelques mois ou quelques années. Ça n'est pas vrai. Quel sens alors donner au maintien de cette présence française en Irak ? Quel objectif aussi poursuit la France sur un autre théâtre extérieur au Mali, où là aussi les forces françaises combattent des groupes djihadistes avec cette fois plus de 5000 soldats engagés. On en débat avec ici même à mes côtés Fahimé Robiol, enseignante à l'ESSEC et aux universités de Téhéran et Kaboul. Vous êtes vice-présidente du club France-Afghanistan. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Également avec nous mon confrère Vincent Hugeux, spécialiste de l'Afrique, auteur de plusieurs ouvrages dont Tyran d'Afrique. Vous avez couvert l'Afghanistan pour l'Express pendant une dizaine d'années et collaboré au documentaire Massoud l'héritage. Il sera diffusé le 9 septembre sur Histoire TV. Merci d'être avec nous Vincent Hugeux. Également avec nous Thomas Gassilou, député Agir, membre de la majorité présidentielle, membre aussi de la commission de la Défense nationale et des Forces armées. Bonjour Thomas Gassilou. Bonsoir. Et Michael Sherkin est avec nous, analyste à 14 North Strategies depuis Washington. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. On débat également, mais cette fois c'est à l'ONU aujourd'hui, d'une proposition française soutenue par le Royaume-Uni, celle d'une zone protégée. L'objectif c'est de poursuivre des opérations humanitaires après le départ des troupes d'Afghanistan. Pour les talibans en tout cas, c'est non. Julien Cheida nous en dit plus. Des milliers d'Afghans toujours dans l'attente de quitter le pays. Certains craignent de rester bloqués, passé la date butoir de ce mardi. D'où cette proposition franco-britannique de créer une zone protégée aux abords de l'aéroport de Kaboul, sous contrôle de l'ONU. L'objectif, rassembler les candidats au départ munis des papiers nécessaires et les évacuer vers des pays voisins comme le Qatar. C'est une solution qu'on connaît, qu'on a déjà vu se dessiner dans d'autres théâtres d'opération. D'une zone permettant de sécuriser les arrivées à cet aéroport et la protection des personnes. Je pense que ça a un intérêt, pourquoi ? D'abord parce que ça mobilise toute la communauté internationale, ensuite parce que ça crée une pression sur les talibans. Une idée rejetée par le régime taliban qui affirme que tout Afghan qui le souhaite pourra quitter le pays après le 31 août avec la reprise des vols commerciaux. Il n'y a pas besoin de cela. L'Afghanistan est un pays indépendant. Pourrions-nous créer une zone en France ou au Royaume-Uni ? L'autre défi majeur, c'est d'assurer la sécurité de cette zone. Or, l'attentat de jeudi dernier à l'aéroport, qui a fait une centaine de morts, rappelle les difficultés de l'opération, d'après ce spécialiste. Ça représente, si vous voulez, des opportunités terroristes supplémentaires, parce qu'il y a une zone, il y a des casques bleus qui ne sont pas toujours ni équipés ni armés pour véritablement faire face à cela. Depuis la chute de Kaboul le 15 août, plus de 110 000 personnes ont été évacuées. Le dernier avion français est lui arrivé hier soir en région parisienne. Thomas Gassilou, quel but poursuit le président de la République avec cette proposition de zone protégée et cette proposition vous semble-t-elle faisable? La soutenez-vous? Est-elle souhaitable? Alors, cette proposition du président de la République, c'est finalement une proposition diplomatique du Royaume-Uni et de la France, deux pays qui ont une certaine légitimité sur les questions humanitaires. L'objectif principal, finalement, c'est de déterminer un cadre international, un cadre onusien, pour agir et poursuivre les évacuations ciblées des personnes menacées en Afghanistan, puisque vous l'avez dit, le dernier avion, en tout cas français, s'est posé hier à Villacoublay. Et donc, l'objectif, c'est de trouver ce cadre pour poursuivre ces évacuations ciblées, tout en continuant de mobiliser la communauté internationale. Et donc, c'est bien le rôle du président français de faire des propositions. C'est le rôle du Conseil de sécurité d'échanger pour essayer de construire des consensus pour trouver les meilleures solutions possibles.
Faibe Robiol, est-il nécessaire de maintenir effectivement cette présence avec cette zone? Alors, sous quelle forme? Est-ce que là aussi, ça vous semble nécessaire, souhaitable, ou est-ce qu'il y a au contraire un risque, comme le disait Pierre Servan dans le reportage, de créer une cible potentielle pour d'éventuels groupes terroristes? Deux choses. Premièrement, je suis étonnée qu'on ne parle jamais à la même voix qui est l'Europe, et qu'après, chacun fera comme il voudra. Donc, il ne va pas avoir la consensus sur cette affaire-là. Il y a au moins consensus entre Françaises et Britanniques, et semble-t-il, les Allemands soutiennent aussi l'initiative. Moi, je parle de l'Europe, parce que malheureusement, chaque pays, après, et on a vu depuis le début, va faire comme il l'entend et comme il a des moyens. À un moment donné, il faut qu'on parle au nom de l'Europe. Deuxièmement, jusqu'à maintenant, les talibans n'ont jamais respecté leurs paroles. Donc, même s'ils disent qu'on est d'accord, on peut être sûr que ça ne va pas marcher tel quel. Alors là, en plus, ils disent on n'est pas d'accord. Mais maintenant, ils disent qu'on n'est pas d'accord. Mais pour les talibans, ils commencent par dire on n'est pas d'accord et après on négocie pour avoir encore des points et des avantages. Regardez, 5000 soldats de talibans ont été libérés. C'était convenu qu'ils ne prennent pas l'arme, ils en ont pris. Ils ont promis qu'après ces négociations-là, ils vont diminuer la violence. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit qu'après la signature de l'accord bilatéral, on va aller à la table de négociation. Ils ne sont pas allés. Et le pire, c'était le pardon. Je vais laisser peut-être que ça se voit. Le pardon, le fatwa qu'ils ont donné pour dire qu'on va pardonner tous ceux qui ont travaillé, les Afghans qui ont travaillé avec les mécréants, pour qu'ils puissent vivre en paix. Depuis qu'ils sont arrivés, ils sont à la recherche de tous les personnels, des journalistes, des artistes, des juges, femmes, etc. Donc, je ne sais pas comment on peut négocier et croire à un accord quelconque avec les talibans. Face à cela, vous dites quoi? Il ne faut pas renoncer, il ne faut pas quitter le pays, il ne faut pas renoncer au nation building dont parlait ou auquel faisait allusion Emmanuel Macron dans le sonore qu'on a joué au début de cette émission? Moi, je ne pense pas que création de cette zone-là ne va pas arranger des choses. Prenons l'exemple de Mazar-e Sharif où il y a eu la tuerie des membres de l'ONU. Donc, on va y mettre des personnes qui vont être extrêmement fragilisées par les Daesh et par les talibans. À quoi sert ou à quoi servirait cette zone de protection, Michael Shirkin, à se donner bonne conscience au moment où on sait le départ inéluctable? Je crois que c'est ça, c'est pour se donner une bonne conscience. C'est-à-dire que ça a permis à la France et à l'Union britannique l'occasion de se montrer concernés par la situation humanitaire. Mais ceci dit, c'est semble vraiment très difficile à avoir une zone sécurisée, vu que les talibans vont tout contrôler, vont avoir toute la capacité de mettre la pression là-dessus. Si ce n'est pas même clair, c'est les talibans vraiment contrôlent, parce qu'il y a aussi l'État islamique. Mais de toute façon, c'est-à-dire qu'il faut, pour créer un îlot là autour de l'aéroport, j'imagine, il va falloir faire confiance aux talibans et aux autres, et je ne sais pas comment on pourrait le faire, parce que tout dépend de la bonne volonté du taliban, qui est, à mon avis, c'est un risque énorme. Vincent Hugeux, peut-on prendre le risque du dialogue avec les talibans? On sait qu'il y a encore des centaines de noms d'Afghans qui figurent sur les listes établies par la France, d'Afghans en danger que l'on sait aujourd'hui abandonnés à leur sort. Faut-il accepter cette situation ou quels sont les moyens de recours pour la France aujourd'hui? La posture la plus évidente à ce stade, instruite par l'expérience de la première période de souveraineté talibane, 1996-2001, c'est la suspicion légitime. Le concept de zone protégée peut être séduisant sur le papier, mais il se heurte également à des écueils opérationnels assez évidents. Quel en est le périmètre exact? Admettons la zone aéroportuaire, très bien. Qui est chargé de son administration? Sont-ce des casques bleus, des militaires occidentaux, des militaires étrangers avec les talibans, etc. Et puis, troisième écueil assez évident, c'est que même si
les puissances occidentales répètent qu'elles ne reconnaissent pas le régime taliban, vous êtes contraint d'entrer dans des tractations au quotidien, comme il y en a eu d'ailleurs, soyons réalistes, au moment d'établir des corridors pour acheminer les futurs exfiltrés. Puis, j'ajoute un dernier élément qui est historique. J'ai été appelé à couvrir plusieurs conflits qui se sont en partie soldés par la création de zones humanitaires sûres, par exemple, et je dois dire que les leçons du passé sont dissuasives. J'en prends juste deux. J'étais à Srebrenica, donc en Bosnie, au début des années 90. On était censé protéger une population qui a été massacrée par les miliciens serbes. Bon. Et ensuite, deuxième exemple, les Kurdes ont gardé un souvenir assez amer de la protection qu'on était censé leur apporter en 1991, lors de la guerre du Golfe millésime 91. Il fallait protéger les Kurdes au nord, les chiites au sud. Il n'en a rien été. Donc, je veux dire, tous ces éléments-là, à la fois opérationnels et politiques, me rendent méthodologiquement sceptique. Quelle est l'alternative, Vincent Hugeux, lorsque l'on tente de faire du nation building, comme ça a été le rêve caressé un temps par ce qu'on appelle les néoconservateurs américains? Eh bien, on se retrouve avec 20 ans de guerre qui aboutissent à ce que d'aucuns qualifient de défaite aujourd'hui en Afghanistan et idem en Irak. Ce rêve est enterré sans fleurs ni couronne, pour d'assez bonnes raisons. Ce qui me frappe le plus dans la séquence que l'on a vécue ces 20 dernières années, c'est que l'être humain est un animal amnésique. On n'a tiré aucune leçon des erreurs et des échecs irakiens, syriens, libyens, etc. Donc on n'en est pas là. Je crois que l'idée d'une importation de force d'un modèle politique qui se voudrait conforme aux valeurs occidentales est une chimère, c'est une pure fiction. En revanche, il y a des leviers de pression qui existent. Là aussi, soyons réalistes. Il ne s'agit pas de faire du sentiment. Les talibans, quoi qu'on en pense, ils sont extrêmement dépendants de l'aide internationale. Selon les études, on estime entre 43 et 65% le montant du budget de l'Afghanistan qui relève précisément de subsides venus d'ailleurs. Bon, ils prétendent aujourd'hui passer, je les cite, d'une logique de guerre à la logique d'administration civile d'un État. Eh bien, prenons-les au mot. Mais ils ne peuvent pas faire fonctionner l'État afghan ou ce qui en tient lieu sans précisément l'aide internationale, ne serait-ce que l'aide humanitaire, le retour des ONG. Et là, je pense qu'il y a un levier de pression, à condition, comme le disait Madame à l'instant, que chacun ne parte pas dans son couloir de nage et qu'il n'y ait aucune coordination entre les puissances occidentales impliquées. Thomas Gassilo, c'est par les cordons de la bourse qu'on peut aujourd'hui contraindre les talibans à ne pas maltraiter ceux que la France prétend protéger? Effectivement, Vincent Hugeux fait bien de rappeler qu'il existe de nombreux moyens de pression et c'est pour cela qu'il est aujourd'hui utile, même si ça fait plaisir à personne, d'avoir des canaux d'échange avec les talibans. Et puis au-delà des moyens de pression qui permettent de faire prendre une direction positive, il faut savoir également intervenir militairement quand nos intérêts sont menacés. Mais contrairement à ce qui s'est fait ces 20 dernières années, s'il faut savoir commencer une guerre, il faut aussi apprendre à la terminer. Et je crois que le vrai enseignement de ces 20 ans en Afghanistan, c'est que le démarrage de la guerre était légitime. Les États-Unis venaient de se faire gravement attaquer le 11 septembre 2001. Mais je crois qu'ils ont voulu finalement faire de la surenchère. L'hyperpuissance a peut-être manqué un peu d'humilité. Et si les Américains avaient su se retirer au bon moment, bien dimensionner... À quel moment? Lors du raid d'Abbottabad contre Ben Laden? Très peu de temps. Hein. La victoire a été éclair en octobre-novembre 2001. Ensuite, il y a eu les accords de Bonn, la mise en place d'un gouvernement. Je pense qu'à ce moment-là, il aurait fallu peut-être bien dimensionner l'aide pour faire en sorte que cette aide ne déresponsabilise pas les partenaires et soit soutenable dans la durée. Et accepter finalement de réduire le dispositif sans que tous les problèmes soient réglés et accepter effectivement de réintervenir ponctuellement s'il le faut, avec toujours un contrat très clair, des objectifs politiques de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, pour finalement ce modèle d'un État démocratique soit soutenu largement par la population, puisque si aujourd'hui l'État, si l'armée se sont écroulées si rapidement, c'est que je pense qu'en 20 ans, on n'a pas su forcément faire la démonstration aux Afghans eux-mêmes que ce modèle démocratique était préférable en termes de sécurité, en termes de justice, en termes d'éducation, au modèle proposé par les talibans. À la lumière de ce que vous venez de dire, comment justifier que la France souhaite maintenir 600 à 800 soldats en Irak au moment où les Américains réduisent aussi considérablement leurs forces, et alors qu'il n'y a pas si longtemps encore, on s'affrontait, des milices chiites et des groupes sunnites s'affrontaient sur le sol irakien? Alors, la situation irakienne, elle est bien différente, puisque non seulement
il existe un État qui est légitime, j'allais dire, un État qu'il faut consolider, qui cherche à progresser, et un État qui est soumis à de nombreuses atteintes à sa souveraineté, entre les milices chiites soutenues par l'Iran, entre les risques de reprise de l'État islamique qui menacent directement notre sécurité en Europe, entre les interventions militaires turques au Kurdistan. Et donc en Irak, la situation est bien différente. Il y a un État légitime, relativement légitime, qu'il faut soutenir, et nos intérêts ils sont concernés notamment par la nécessité de ne pas voir se réimplanter un califat islamiste. Fahimé Robiol, on quitte l'Afghanistan, on reste, même si la présence française est très réduite, en Irak. Vous y voyez une cohérence? Écoutez, ce que je peux dire, tous ces paramilitaires que par procuration sont en train d'exercer, que ce soit au Yémen, que ce soit en Irak, que ce soit au Liban, il faudrait qu'on sèche la racine de financement et puis la logistique qu'on leur donne. Et cela, on le voit chaque fois qu'ils attaquent, on regarde et on voit que les cibles et ce qui est utilisé sont la construction d'un autre pays. Donc, au lieu de dire, on va envoyer 300, on va envoyer 500, il faudrait regarder comment, dans quelle mesure on peut appuyer sur l'origine de ces financements et la logistique à ces pays-là pour qu'on arrête franchement toutes ces misères dans ces 3-4 pays. Vous voyez une pression possible sur les talibans, comme l'a expliqué Vincent Hugeux, à travers le besoin maintenant pour les nouveaux maîtres de l'Afghanistan de faire tourner leur pays? Moi, je pense qu'aujourd'hui, au-delà du problème de financement, il y a la chose suivante. Il y a 21 millions d'Afghans qui n'ont pas 24 ans et ils ne veulent pas retourner en arrière. Donc, le gros problème, et parmi ces 21 millions, il y a beaucoup de femmes qui travaillaient, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, qui travaillaient dans l'administration. Ces femmes-là, les talibans ne peuvent pas travailler avec elles. Par construction, ils ne peuvent pas travailler avec elles. Donc, vous avez les banques qui sont vides, vous avez la force vive qui ne veut pas, qui a tellement peur pour aller travailler, et que d'ailleurs, les talibans ont demandé que les femmes restent chez elles. Et donc, et puis, avec le problème de sécurité, et ce vide qui a été créé à la suite de tout ça. Donc, pour moi, l'État taliban ne peut pas fonctionner, même si on leur donne des garanties pour le financement. Et à nouveau, on va leur envoyer des experts pour les aider pour le faire. Michael Shurkin, on évoquait à l'instant l'Irak et le retrait américain. Est-ce que ce retrait sera peut-être aussi rapide que ce qu'on a observé ces derniers mois en Afghanistan? Est-ce que ça laissera la France seule sur place? C'est possible que on va laisser seule la France. Mais il faut souligner que dans tous les deux cas, l'Irak et l'Afghanistan, la France n'a pas beaucoup de capacité d'appuyer sur les gens. On n'a pas de quoi mettre la pression. On n'a pas beaucoup d'influence, ni la France. Y compris financière ou économique, comme l'évoquait oui, mais à l'instant avec les talibans Vincent Hugeux et Fahimé Robiol. Pour l'Afghanistan, c'est possible, c'est potentiel, mais il restera si l'État taliban s'intéresse à vraiment se diriger comme un État. S'il s'intéresse à se diriger comme un État, comme tous les autres États, c'est vrai qu'on va avoir besoin de financement. Mais ce n'est pas du tout évident qui s'intéresse vraiment à faire ça jusqu'à un certain niveau, ou à quel niveau. C'est un État, oui, Michael Shurkin, vous voulez dire que c'est un État qui aurait une capacité de survie sans forcément chercher à faire prospérer son économie? Oui, je crois que c'est possible parce que c'est une question d'est-ce qu'ils cherchent la prospérité économique ou est-ce qu'ils cherchent à bâtir simplement le pouvoir et l'autorité. Et aussi, il ne faut pas oublier le fait qu'ils ont une vision religieuse et idéologique. Ils ont une idéologie fondamentaliste qui veut dire qu'ils ne s'intéressent pas tout à fait à la prospérité. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent dans la vie. Mais c'est sûr qu'à un certain moment, il faut que les gens se nourrissent, il faut que les gens ne meurent pas de faim, mais j'imagine que les organisations humanitaires vont arriver à nourrir les gens sans vraiment pouvoir exiger la pression sur l'État.
Pas de contrepartie, c'est ce que vous avez... D'exiger un certain comportement de l'État taliban, j'ai du mal à voir comment ça va marcher. Pas de levier, en tout cas au plan politique, y compris à travers l'aide humanitaire, c'est ce que vous nous dites. On va continuer évidemment d'en débattre. On évoquera dans un instant également la situation sur l'autre théâtre extérieur sur lequel, pour le coup, la France là est engagée massivement. Plus de 5000 soldats français, c'est le Mali. Restez avec nous, on se retrouve dans moins de 2 minutes. Retour au débat de France 24 après le week-end et la visite effectuée par Emmanuel Macron en Irak, alors même que le dernier avion français de retour des Émirats Arabes Unis avec ce pont aérien en provenance de Kaboul a atterri hier à Vélizy-Villacoublay. Et alors que se pose actuellement et désormais la question de la présence française au Sahel. On continue d'en débattre avec toujours à mes côtés Fahimé Robiol, enseignante à l'ESSEC et aux universités de Téhéran et Kaboul, vice-présidente du club France-Afghanistan. Avec aussi Vincent Hugeux, journaliste indépendant, spécialiste de l'Afrique, auteur de plusieurs ouvrages dont Tyran d'Afrique. Vous avez également couvert l'Afghanistan pour l'Express pendant une dizaine d'années et collaboré au documentaire Massoud l'héritage qui sera diffusé le 9 septembre prochain sur Histoire TV. Avec également Thomas Gassilou, député Agir, membre de la majorité présidentielle et de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, puis avec Michael Shurkin, analyste à 14 North Strategies. L'interview donnée par le président de la République, Emmanuel Macron, hier à nos confrères de TF1, a donc ouvert la question: quel est désormais l'objectif des interventions françaises à l'étranger, en tout cas pour aller combattre des groupes djihadistes? Vincent Hugeux, on l'a entendu au début de ce débat, le président français qui pose désormais des limites. Plus question d'aller construire, façonner des États à l'étranger. Quel est donc l'objectif poursuivi? Et à l'aune de ce qu'il a dit, comment comprendre ce que va être l'évolution du rôle de la France? Il avait lui-même parlé d'un désengagement, la fin de la mission Barkhane en tant qu'opération extérieure. C'était le 10 juin dernier. Que va donc devenir cette présence française de 5100 hommes que vous m'avez d'ailleurs très opportunément rappelé, qui se situe non pas simplement au Mali, mais effectivement sur l'ensemble de la zone sahélienne? 5 pays de la région. En fait, l'analogie entre le scénario afghan et ce qui se joue au Sahel aujourd'hui et demain est à la fois séduisante et trompeuse. D'abord parce qu'au Sahel, on n'est pas dans le retrait bête et brutal à l'américaine, dont on a vu le prix qu'il faisait payer aux Afghans et aux Afghanes pour commencer. Rappelons-le, réduction de voilure, certes, mais on sait très bien qu'au-delà de l'échéance 2022, il y aura encore environ 3500 hommes. Alors, il y a fermeture d'emprises qui sont importantes dans l'extrême nord du Mali, par exemple. Vous avez Kidal, vous avez Tombouctou, vous avez Tessalit, mais il restera la base de Gao, qui reste la plus impressionnante de la région. Deuxième différence de fond, à mon sens, c'est que si l'on s'en tient à leur littérature, à leur doctrine et à la première période de domination qui a été la leur, les talibans n'ont pas de projet transnational. Ils veulent imposer un émirat islamique pur et parfait dans leur esprit, dans les frontières d'Afghanistan, avec un petit doute sur la zone tribale, puisque certains pensent à un Pashtounistan qui pourrait enjamber la frontière avec le Pakistan. Et puis, là encore, troisième divergence de fond, c'est que les stratèges de l'État islamique, de Daesh, donc, dans sa version sahélienne notamment, rêvent quant à eux d'une sorte de califat qui, lui, défierait les frontières, qui sont perçus comme des héritages impies de l'ère coloniale. Donc, je veux dire, attention à cette analogie. Cela dit, ça n'invalide absolument pas votre question de fond. C'est que veut la France? La France veut à la fois, me semble-t-il, veiller à sa propre sécurité, en considérant que tout naufrage dans une déstabilisation massive aurait un impact désastreux sur le Sahel, mais au-delà de ça, sur le continent africain et sur l'ère méditerranéenne, première chose. Et puis, la France veut exister sur l'échiquier mondial. Bon, pour autant, il faut admettre que c'est une puissance moyenne. Et quand on entend les critiques, pas même subliminales, qu'Emmanuel Macron adresse aux Américains, petit paradoxe, mais souvenons-nous qu'au Sahel même, si les Américains rechignent maintenant à la doctrine du boots on the ground, pas d'hommes au sol, leur soutien ne s'est pas démenti, même sous Donald Trump, quand il s'agissait de faire du partage de renseignements ou du ravitaillement en vol des appareils français.
Thomas Gassilou, quel doit être l'objectif visé désormais par la France? Mettre en échec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans d'Iyad Agrali, qui est lui-même une composante, l'agglomérat de plusieurs mouvements qui ont fait allégeance à Al-Qaïda, ou bien la création, en tout cas la consolidation d'un État digne de ce nom au Mali, puisque beaucoup d'experts jugent le développement de ces mouvements djihadistes comme la conséquence directe d'un État failli? Alors, déjà, j'aimerais compléter l'analyse qui a été livrée sur les points communs et les différences pour dire qu'effectivement, la situation entre l'Afghanistan et le Sahel peuvent effectivement présenter plusieurs points communs de prime abord dans les objectifs poursuivis, qui sont la lutte contre le terrorisme, la construction d'une armée opérationnelle en matière de développement. Par ailleurs, le niveau de menace constitué par les groupes armés terroristes est également équivalent, leur mode d'action. Tout ceci dans un contexte de faiblesse structurelle des États locaux, d'instabilité politique, de forte corruption qui sont des moteurs de rupture, j'allais dire, avec les projets nationaux. Mais si ces éléments, j'allais dire, invitent à la comparaison, une analyse plus fine permet de voir quand même des différences majeures. La France est intervenue au Sahel à la demande des États sahéliens. Les Américains sont intervenus pour faire tomber le régime des talibans. C'est quand même une différence majeure. Par ailleurs, Vincent Hugeux l'a bien rappelé, la menace terroriste au Sahel, elle est transnationale, elle est par ailleurs proche de la frontière européenne, alors que le mouvement taliban se concentre sur l'Afghanistan. Et enfin, les groupes armés terroristes du Sahel n'ont ni l'expérience de gouvernement des talibans, j'allais dire, ni même leur assise populaire, ni même leur capacité ou le soutien d'un pays tiers comme le Pakistan peut apporter à l'Afghanistan. Et j'aimerais apporter peut-être un dernier argument qui est de dire finalement que la prise en compte de ce qui se passe en Afghanistan a été pris en compte depuis bien des années par la France. Dès 2020, le sommet de Pau a réaffirmé une approche multidimensionnelle. Et regardons les chiffres. En Afghanistan, les Américains ont investi 30 fois le montant de leur APD dans des dépenses militaires, environ 800 milliards de dollars. Alors qu'au Sahel, l'aide publique au développement française, elle représente environ la moitié du budget annuel de Barkhane. Donc on a un équilibre beaucoup plus important au Sahel entre les efforts en matière militaire et les efforts en matière de développement. Et enfin, pour vous répondre, au Sahel aujourd'hui, on a 3 objectifs. C'est poursuivre la lutte contre le terrorisme, mener un effort de coopération pour poursuivre la montée en gamme des armées sahéliennes, et puis finalement réassurer les partenaires dans la durée, éviter ce que font les Américains en Afghanistan avec un départ brutal qui déstabilise les États locaux. Et donc on est bien dans une transformation de l'opération et non pas un retrait. Fanny Robiol, est-ce qu'on aurait tort de voir une analogie entre le retrait un peu contraint, il faut bien le dire, des Américains d'Afghanistan aujourd'hui et la situation que vit la France, avec l'annonce d'une fin annoncée de la mission Barkhane, mais qui, semble-t-il, ne devrait pas aboutir à un retrait avec le maintien d'au moins 40% des effectifs sur place. On parle de 2500 à 3000 militaires. Et puis, contrairement à la perception, en tout cas, des États-Unis, qui a pu être vu comme une armée parfois d'occupation en Afghanistan, avec les tirs de drones notamment et ses victimes civiles. Est-ce que là aussi, de ce point de vue-là, la France se distingue réellement, notamment aux yeux de la population malienne, dont on a pu voir ces derniers temps une forme de lassitude, en tout cas dans ce qu'elle exprimait, y compris dans la rue? D'abord, on a parlé de l'Afrique et puis la Méditerranée en ce qui concerne tous ces mouvements terroristes. Mais on sait que depuis plusieurs années, les Daesh avec les talibans sont en guerre à l'intérieur de l'Afghanistan pour qui pille plus les minéraux, la culture de pavot, etc., etc. Depuis 2 ans, en tant que citoyen, on a écrit que le processus de paix en Afghanistan doit prendre en compte ce danger-là, parce que cette fois-ci, il ne faut pas penser que les talibans et les Daesh vont rester dans un cercle fermé qui est l'Afghanistan. Après, ils sont beaucoup plus proches pour venir vers l'Europe et la France est largement menacée. Donc, c'est des perspectives tout à fait complémentaires, je dirais, mais malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Pour vous, il ne s'agit pas d'une menace distante. Les intérêts français sont directement menacés en Afghanistan aujourd'hui. Moi, je suis persuadée qu'à partir de maintenant, il faut penser non seulement à un flux
des émigrés, mais également des attentats. Et dans la capacité à influencer peut-être ces mouvements qui aujourd'hui existent au Sahel, puisque le groupe État islamique est présent au Sahel. Jusqu'au Sahel, tout à fait. Jusqu'au Sahel. Michael Shurkin, c'est votre sentiment aussi, il y a une porosité entre ces mouvements? Vous parlez entre l'Afghanistan et le Sahel. Oui. Je sais c'est sûr que ce qui se passe maintenant en Afghanistan va encourager les islamistes au Sahel. Ça, c'est sûr. Iyad al-Ghali, je crois, a déjà dit qu'il avoue que la victoire du Taliban contre les États-Unis, ça le confort dans cette idée qu'il va un jour gagner contre la France, parce que il s'agit de lassitude, donc toute la stratégie des insurrectionnels, comme maintenant, comme à l'Indochine même, c'est une question de lassitude, c'est une opération de lassitude. Il faut que la France, les États-Unis, simplement, on a marre de ça. Donc, ce n'est pas une question de défaire, d'une défaite, c'est simplement on veut arriver à un moment où Joe Biden, Donald Trump ou Macron dit que bon, ça suffit. Et s'agissant de l'engagement américain en matière de renseignement au Sahel, est-ce que la France va pouvoir continuer à compter sur les renseignements fournis par les Américains? Je crois, oui. Je crois que de point de vue de renseignement, du soutien logistique pour Barkhane et aussi la coopération entre les forces spéciales américaines et françaises, ça va continuer et même être plus forte, parce qu'on a signé il y a quelques mois un accord entre le ministère Parly et son homologue américain, un nouvel accord sur la coopération entre les forces spéciales américaines et françaises. Et ça va continuer. Je crois que le gouvernement américain est très content de soutenir la France et d'assister à un certain niveau. Il faut aussi dire que l'ambition de la France au Sahel a été toujours très modeste par rapport à ce que les Américains ont tenté de faire en Afghanistan. On n'a jamais vraiment essayé de refaire la politique sahélienne et d'imposer des gouvernements, l'État, les démocraties. C'est simplement d'essayer de leur donner de l'espace et du temps en appuyant les forces de sécurité et d'encourager et de s'occuper du développement économique. Et aussi, je n'ai pas vraiment l'impression que la France va partir. Il y aura un départ brusque. Comme les Américains ont fait, Barkhane va changer de nom peut-être, mais ça reste sur place. Et à côté de Barkhane, il y a aussi l'opération Sabre, dont on n'en parle pas beaucoup, qui va rester là. Et il y a aussi pas mal des troupes françaises dans toute la région. Alors, ça ne va pas changer, malgré ce que Macron a annoncé récemment. Donc, la fin de Barkhane, oui. C'est pas... Cela ne va pas se terminer, pas bientôt. Vincent Hugeot, y a-t-il un échec de la France à voir l'absence d'un gouvernement démocratique avec une assise démocratique suffisante aujourd'hui diriger le Mali, qui a été, on l'a vu, victime de coups d'État successifs et dans lequel, on le voit, l'État est massivement absent de régions entières. Est-ce que ça, c'est un échec français ou pas du tout? Il n'était pas du ressort de la France de s'investir dans la construction, encore une fois, à défaut d'un État au sens politique, en tout cas de structure étatique et administrative. La ligne de crête est étroite. Si vous critiquez explicitement les carences de la gouvernance malienne, par exemple, et il y a matière, vous êtes immédiatement suspecté et accusé de néocolonialisme. Et ce type de sentiment est évidemment instrumentalisé, manipulé, amplifié par des leaders d'opinion locaux ou des rivaux tels que, par exemple, la Russie aujourd'hui, sur ce genre de terrain. Si, à l'inverse, vous n'avez pas une exigence de redevabilité, eh bien, vous entérinez la perpétuation de pouvoirs corrompus, inefficaces, etc. Rappelons que le terreau le plus fertile pour les djihadismes de toute obédience, c'est la faillite des États. C'est leur incapacité à fournir aux citoyens, qu'ils soient dans la capitale ou à 1500 km plus au nord, les biens et services élémentaires de toute vie. J'observe d'ailleurs à ce sujet que le grand élan francophobe qui a été souvent mis en évidence, qui à mon avis est un phénomène, s'agissant du Mali, plutôt bamakois que national d'ailleurs, eh bien il a été un peu affaibli par la séquence afghane. C'est-à-dire que
ceux-là même qui défilaient et qui parfois brûlaient un drapeau tricolore en accusant la France d'être venue piller des ressources volontiers imaginaires au demeurant, etc., se disent aujourd'hui, et on l'a perçu très nettement dans beaucoup de reportages, ah bon, un départ brutal comme ça le matin, scènes de l'aéroport de Kaboul. Est-ce que c'est vraiment de ça dont on a envie aujourd'hui? Je termine sur un ultime paradoxe, on n'en manque pas ici, c'est que au fond, s'il y a un parallèle, c'est quand même que en Afghanistan comme au Sahel, vous avez une rivalité féroce, et d'ailleurs parfois meurtrière, entre les deux grandes matrices du djihadisme global. Al-Qaïda, dont on connaît les liens avec les talibans, un lien historique et tenace, et l'État islamique Daesh. On a le même phénomène dans le Sahel, avec des combats en 2019-2020, qui ont d'ailleurs été parfois extrêmement meurtriers et féroces. Bon. Mais ayant dit cela, on doit convenir quand même que l'enjeu pour la France, outre cette lutte qui se perpétue, c'est quand même de convaincre les gouvernants actuels que leur meilleure garantie de robustesse, de solidité et de perpétuation de leur propre pouvoir, c'est encore une fois d'avoir une gouvernance plus exigeante. Voilà, je crois que c'est vraiment le défi pour les années à venir. Thomas Gassilou, une gouvernance plus exigeante, c'est la limite de l'intervention française. Il faut que émerge de la société malienne des dirigeants et des structures étatiques dignes de ce nom. Et puis que dire, comme le disait à l'instant effectivement Vincent Jeu, de ces scènes d'avions décollant de l'aéroport de Kaboul avec cette population qui, pour beaucoup, espère pouvoir embarquer dans ces avions. Vous pensez que ça a ramené une partie de la population malienne critique envers la France à de meilleurs sentiments ? Alors oui, ce qui s'est passé en Afghanistan a fait son effet effectivement dans les capitales sahéliennes, en montrant finalement que l'intervention de la communauté internationale était quand même un garde-fou contre un risque de déstabilisation majeure. Ensuite, concernant la responsabilité de la France et de la communauté internationale, on peut beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout. Et j'allais dire, la vraie responsabilité de la France, selon moi, d'un point de vue militaire, c'est de mettre à portée la menace terroriste au niveau des armées locales et d'accompagner la montée en puissance des armées locales. Mais on aura beau faire tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas une volonté farouche au niveau local d'avoir un bon État pour que les citoyens adhèrent au projet national, d'avoir une réforme du secteur de la sécurité pour que les armées soient efficaces, j'allais dire, on pourra rester autant de temps qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans une approche de modification de notre intervention au Sahel pour finalement un transfert de responsabilité aux autorités sahéliennes, tout en continuant un accompagnement important, que ce soit en termes de formation des armées, que ce soit en termes d'appui à la bonne gouvernance, mais tout ceci ne pourra se faire qu'avec les Sahéliens et par les Sahéliens. Fahimé Robiol, la France, par sa présence militaire, a aussi, et sa présence aussi comme membre permanent du Conseil de sécurité, a une voix qui porte sur la scène internationale, impliquée dans un certain nombre de dossiers, une proximité aussi liée à l'histoire. C'est le cas notamment, par exemple, dans la crise libanaise. Vous craignez que demain, le poids de la France, sa capacité à faire pression pour obtenir une résolution politique déjà fort difficile aujourd'hui, ne s'en trouve entravée par ce qui vient de se passer en Afghanistan ? Je viens d'entendre, la plupart du temps, on parle de forces militaires. Mais qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire de la société civile? La société civile est dans les rues, que ce soit au Liban, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie. Ils disent, laissez-nous se débarrasser de ces gouvernements pourris. Et tant qu'on n'apporte pas cette aide auprès des plus démunis, par exemple, en Afghanistan, il y a eu beaucoup d'argent dépensé, mais 80% de la population n'a pas eu l'accès à cet argent-là. C'est-à-dire que quelque part, ces vingtaines d'années, on a pensé à faire beaucoup de bien, mais finalement, ce qu'on a fait n'a pas affecté la population les plus vulnérables et que cela va continuer. Donc l'éducation et donner ce qu'il faut pour que la population rurale puisse être
renforcer leurs capacités, moi je pense que c'est un indice sur lequel il faut beaucoup travailler. Il a manqué une conditionnalité à l'aide, Vincent Hugeux, déverser des millions dans des États qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas forcément les structures ou l'habitude de gérer de telles sommes aussi rapidement. C'est un problème ? C'en est un colossal en Afghanistan, et on étudiera ça dans les instituts de géopolitique dans les décennies, voire les siècles à venir. C'est-à-dire que les Américains ont déversé sciemment des tombereaux de dollars et d'équipements militaires sophistiqués, alors qu'ils étaient les mieux informés au monde des faiblesses et des carences de l'armée afghane. Donc ça, c'est vraiment le contre-exemple majeur et perpétuel. Côté français, encore une fois, il y a toujours cette inhibition liée à la crainte du procès en néocolonialisme. Donc là, il faut trouver le point moyen, et je rejoins Madame sur ce point, c'est-à-dire que quand on sillonne ces régions et ces pays, que l'on discute beaucoup avec les jeunesses africaines, avec les sociétés civiles, j'emploie le pluriel à dessein, car elles sont très hétérogènes, eh bien on s'aperçoit que si l'écart, le fossé abyssal est en train de se creuser entre la France officielle et ces sociétés, c'est parce que trop souvent, Paris, par crainte de l'inconnu, va aller soutenir à bout de bras des pouvoirs à bout de souffle. Et donc se discrédite auprès des jeunesses africaines, et en vient parfois même à discréditer les outils de la démocratie, comme l'élection, puisqu'on sait pertinemment, quand on a 20 ou 25 ans, que entre la fraude et l'achat des consciences, eh bien, il y a un dévoiement des instruments démocratiques. Donc là, la responsabilité historique de la France, pour moi, je la situe à ce niveau-là. Merci Vincent Hugeux, et c'est ainsi que s'achève ce débat. Merci également à Fahimé Robial d'avoir été avec nous, à Thomas Gassilou et à Michael Shurkin. C'est la fin de ce débat. Prochain journal dans 8 minutes. Restez avec nous sur France 24.